lors de la fête de mon 40e anniversaire de mariage, mon fils s'est levé, a pointé son doigt droit vers ma femme et moi, et a dit « Vous avez 24 heures pour quitter cette maison, pas dans la colère, pas en privé, mais devant des dizaines d'invités. » J'ai regardé ma femme, qui venait de se remettre d'une maladie, et j'ai souri, car à ce moment-là, j'ai su une chose clairement. Il pensait avoir gagné, et je venais de fermer une très vieille porte. Mais avant de continuer, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire pour me dire depuis quel pays vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette nuit-là, au moment où tout a commencé à basculer dans une direction que personne n'avait vu venir. Cet après-midi-là, l'air au domaine semblait plus lourd que la chaleur estivale de la Provence. J'étais habitué aux réceptions, aux félicitations polies, aux poignées de main répétées, mais ce jour-là était différent. Je me suis levé, un verre de vin à la main, avec l'intention de dire juste quelques mots simples sur mes 40 ans avec Marguerite. Je l'avais soigneusement répété dans ma tête car ma femme venait de traverser une longue période de faiblesse et de maladie. Je voulais que tout se passe en douceur. Je n'avais même pas terminé ma première phrase que Bastien m'a coupé la parole. La façon dont il s'est levé n'était pas du tout précipitée. Il a reculé sa chaise, ajusté sa veste de costume, et a regardé autour de la pièce comme si c'était le moment qu'il attendait depuis toujours. J'ai remarqué le changement immédiatement, non pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de ses yeux, les yeux de quelqu'un qui avait déjà décidé de claquer une porte sans jamais se retourner. Il a annoncé que le domaine était désormais sous une nouvelle direction, que Marguerite et moi devions faire nos valises et partir sous un jour. Il l'a dit calmement, comme s'il annonçait un calendrier de travaux. Aucune requête, aucune hésitation. Le silence s'est fait dans la pièce. Je pouvais entendre les verres toucher les tables, le bourdonnement constant de la climatisation. Marguerite a serré ma main. Cette main était plus fine qu'avant, mais toujours chaude. Je pouvais sentir sa confusion. La confusion de quelqu'un qui avait toujours cru que la famille était le lieu le plus sûr de tous. Bastien a brandi un morceau de papier. Il a dit que c'était une procuration de gestion de patrimoine, un document légal avec la signature de Marguerite dessus. J'ai regardé cette signature et j'ai tout de suite compris. L'encre tremblait légèrement. Ce n'était pas l'écriture habituelle de ma femme. Je me souvenais très bien de cette période. Marguerite était sur son lit d'hôpital, somnolent, le monde autour d'elle flou et distant. J'avais demandé à Bastien d'aider sa mère avec quelques démarches administratives simples. Je lui avais fait confiance. Camille était assise à côté de lui. Elle n'a pas dit un mot. Elle a seulement fait un léger signe de tête. Ses yeux fuyaient les vieux amis qu'elle connaissait grâce à moi. Son silence en disait plus que n'importe quelle explication ne le pourrait jamais. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas plaidé ma cause. J'ai juste regardé Marguerite. Elle essayait de comprendre ce qui se passait. Mais son visage n'était pas paniqué. Il était seulement triste. Une tristesse silencieuse, comme lorsqu'on réalise que quelque chose de précieux a été perdu et ne pourra jamais être récupéré. Je lui ai souri, un tout petit sourire. Puis je me suis tourné vers Bastien. Je l'ai félicité, non pas avec sarcasme, mais avec la voix d'un homme qui avait attendu ce moment depuis longtemps. Je lui ai dit qu'il n'avait plus besoin de faire semblant. Qu'aujourd'hui, devant tout le monde, il avait enfin dit tout haut ce qu'il pensait depuis toujours. J'ai posé une petite carte mémoire sur la table, juste à côté de son verre de vin. Aucune explication, aucune menace. Je lui ai seulement dit qu'il devrait la regarder plus tard. Pas aujourd'hui. Pas devant les invités. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être déballées lors d'une fête. Ensuite, j'ai pris la main de Marguerite. Nous avons quitté la pièce en silence. Derrière nous, je pouvais entendre les murmures commencer à s'élever. De vieux amis nous regardaient partir, le visage rempli de choc et d'incompréhension. Je ne me suis pas retourné. J'avais passé toute ma vie à préserver la dignité de cette famille. Cette nuit-là, je n'avais plus aucune obligation de le faire. Dans mon vieux bureau, où l'odeur du bois était la même que le jour où j'y avais emménagé, Marguerite s'est assise sur une chaise. Elle m'a posé une question. Très doucement, très lentement, elle m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal. J'ai répondu immédiatement. Sans réfléchir, je lui ai dit qu'elle n'avait absolument rien fait de mal. Sa seule erreur, s'il y en avait une,
était de croire que le silence et l'endurance sont toujours récompensés par de la gratitude. Je ne lui ai pas dit que je me préparais pour ce jour, non pas parce que j'étais intelligent, mais parce que, quand on vit assez longtemps, on apprend à écouter les choses qui ne sont jamais dites à voix haute. 6 mois plus tôt, j'avais entendu des choses qu'aucun père ne devrait jamais entendre de la bouche de son propre fils. Et j'avais choisi de garder le silence. Cette nuit-là, Bastien et Camille sont entrés dans mon bureau avec les visages de ceux qui croient que tout est déjà réglé. Ils portaient ce document avec eux, convaincus qu'une seule signature suffisait à fermer la porte sur la vie de 2 personnes âgées. Ils ont haussé la voix quand ils m'ont vu rassembler de vieilles photos de famille. Pas pour les garder, mais pour mettre fin à quelque chose. Je ne les ai pas brûlés par colère. Je l'ai fait parce que certains souvenirs ont déjà rempli leur rôle. Et je savais que lorsque cette petite flamme s'éteindrait, une autre vérité éclaterait au grand jour. Une vérité que Bastien n'avait jamais imaginée et à laquelle il ne s'était jamais préparé à faire face. Quand la porte du bureau s'est fermée derrière eux, le bruit de la fête à l'extérieur a disparu. Tout ce qui restait était le tic-tac de l'horloge murale et le son de ma propre respiration. Bastien pensait que cette nuit marquait le début de son pouvoir. Pour moi, ce n'était qu'un repère, le point où une chaîne de souvenirs que j'avais repoussée depuis bien trop longtemps revenait enfin. 6 mois plus tôt, les choses n'étaient pas si claires. Marguerite venait de passer par la pire phase de sa maladie. Elle s'endormait au milieu d'une phrase, confondait parfois les jours de la semaine. Je laissais Bastien et Camille se relayer à la maison pour aider. Je leur faisais confiance, non par naïveté, mais parce que j'avais toujours cru que les enfants ne franchiraient jamais une certaine limite. Un après-midi, je suis rentré plus tôt que prévu. Je me suis tenu à l'extérieur de la cuisine et je les ai entendus parler, sans chuchoter, sans se disputer, mais avec un ton calculé et sans émotion, comme s'ils discutaient d'un actif inanimé. Camille disait que placer Marguerite dans un EHPAD public serait plus rentable à long terme. Bastien a répondu que tout irait bien tant que les papiers seraient signés au bon moment. Ils ont parlé de mes vieilles collections de montres, les qualifiant de capital mort. Ils parlaient de ce domaine comme si j'étais parti depuis des années. Je suis resté là et je ne suis pas entré, non par peur, mais parce que je voulais entendre clairement. Certaines vérités ne se révèlent que lorsque les gens croient que plus personne n'écoute. Ce soir-là, je n'ai pas dit un mot à Marguerite. Elle venait de se réveiller d'un long et lourd sommeil, les yeux encore épuisés. Je ne voulais pas semer plus de confusion dans un moment si fragile. J'ai choisi le silence et j'ai commencé à observer. J'ai remarqué que Bastien commençait à poser des questions sur d'anciens comptes, sur la propriété, sur des investissements dont je parlais rarement. Il pensait que j'étais un homme dépassé, vivant d'une pension et de souvenirs. Il ne savait pas que, depuis de nombreuses années, je n'avais jamais vraiment quitté le monde de la finance. Je m'étais simplement mis en retrait, dans un endroit moins exposé. L'entreprise immobilière de Bastien grandissait vite, trop vite pour ses véritables capacités. Je le savais parce que j'avais vu les chiffres bien avant qu'ils n'apparaissent dans la presse. Pas en tant que père, mais en tant qu'investisseur anonyme. Je ne l'ai pas fait pour contrôler mon fils. Je l'ai fait parce qu'à l'époque, je croyais encore qu'un soutien discret était le meilleur moyen de l'aider à voler de ses propres ailes. Mais ensuite, j'ai vu l'argent disparaître par des chemins qui n'avaient aucun sens. Des décisions imprudentes, des projets gonflés par des promesses plutôt que par du concret. J'ai commencé à comprendre que Bastien n'essayait pas seulement d'échapper à la responsabilité de s'occuper de ses parents. Il fuyait un trou financier bien plus grand que cela. Une vieille connaissance m'a appelé, parlant avec précaution de certains investissements douteux en crypto-monnaie auxquels Bastien avait participé. Je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement vérifié, et ce que j'ai découvert ne m'a laissé aucune hésitation. Bastien portait une dette qu'il ne pouvait pas rembourser seul. Pour lui, ce domaine n'était pas une maison. C'était une porte de sortie. Le document que Marguerite avait signé ce jour-là n'était pas un accident. C'était un maillon d'un plan qui avait été préparé à l'avance. Bastien connaissait le timing. Camille savait comment faire pression. Ils ont attendu que Marguerite soit au plus faible et que je sois absent pour fermer une porte qu'ils croyaient que je ne pourrais jamais rouvrir. J'ai commencé à tout rassembler discrètement, sans confrontation. J'ai sauvegardé des enregistrements, des messages, des rendez-vous qui avaient été délibérément retardés. Je ne l'ai pas fait par colère. Je l'ai fait parce que, quand un enfant est prêt à exploiter la faiblesse de sa propre mère, franchir toutes les autres limites ne devient plus qu'une question de temps.
La nuit avant la fête d'anniversaire, je me suis assis seul dans le bureau. J'ai regardé de vieilles photos, des visages qui croyaient autrefois que la famille était une chose dont on n'avait jamais à se méfier. Je savais que Bastien choisirait ce jour. Un jour avec beaucoup de témoins, un jour où il pensait que je ne réagirais pas. Quand j'ai posé cette carte mémoire sur la table devant lui, ce n'était pas une impulsion. C'était un ultime rappel que j'avais tout vu et que je lui donnais encore une chance de s'arrêter, s'il était assez lucide pour le reconnaître. Mais Bastien ne s'est pas arrêté. Il m'a suivi dans le bureau avec l'expression de quelqu'un qui croyait que tout était fini. Camille se tenait derrière lui, ses yeux incapables de cacher son impatience. Il croyait qu'un morceau de papier suffisait à effacer 40 ans. Je les ai regardés et j'ai compris que ce n'était plus une histoire de propriété. C'était l'histoire d'un fils qui avait choisi de tourner le dos à ses propres racines. Et quand quelqu'un est allé aussi loin, la seule chose qu'il reste à faire n'est pas de s'accrocher. C'est de révéler la vérité, couche par couche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à cacher. J'ai posé ma main sur le bureau et j'ai pris une lente inspiration. Je savais qu'à partir de ce moment, rien ne pourrait jamais redevenir comme avant. Et pourtant, dans le même instant, je me suis senti plus léger, car le silence que j'avais porté pendant si longs mois était enfin sur le point de prendre fin. Le silence dans le bureau a duré assez longtemps pour que j'entende l'horloge marquer chaque seconde. C'est Bastien qui l'a brisé. Il a posé le document de procuration sur le bureau et l'a fait glisser vers moi, comme une conclusion qui ne nécessitait aucune discussion. Sa voix était plus tranchante qu'elle ne l'avait été à la fête. Le calme avait disparu. Camille se tenait près de la porte, ses yeux parcourant rapidement la pièce, comme si elle cherchait déjà une issue. Je n'ai pas touché le papier. Je me suis levé, j'ai ouvert un tiroir et j'en ai sorti un dossier fin, ni épais, ni compliqué. Je l'ai posé sur le bureau, parallèlement au document de Bastien. Puis, j'ai dit lentement qu'il s'était peut-être trompé d'adresse. Bastien a lâché un rire sec. Il a dit que tout était déjà clair, que la signature de sa mère suffisait à clore l'histoire, que je devais accepter la réalité et partir discrètement pour sauver les apparences. Je l'ai écouté et, pour la première fois de la nuit, j'ai eu pitié de lui. Non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'il parlait comme quelqu'un qui avait cru en quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. Je lui ai dit que ce domaine n'avait jamais été à mon nom, et qu'il n'avait jamais été au nom de Marguerite non plus. Je l'ai dit comme on énonce un fait évident. Bastien s'est figé. Camille s'est tournée pour le regarder, puis elle m'a regardé. J'ai continué. Sans hausser la voix, sans emphase. J'ai dit que 10 ans plus tôt, j'avais transféré la pleine propriété dans une fiducie. Un nom simple, aucune trace au nom de Marguerite. Le papier dans la main de Bastien a soudainement semblé plus léger. Il l'a retourné, a scanné chaque ligne comme s'il espérait trouver quelque chose que j'aurais manqué. Mais rien ne changeait. Ce document ne permettait que le contrôle d'un autre actif, un vieil entrepôt en périphérie de la ville, quelque chose que j'avais gardé pour cet objectif précis. Je n'appelle pas ça un piège. J'appelle ça de la préparation. Bastien a haussé le ton. Il m'a accusé de tromper mon propre fils. Camille s'est avancée, le ton tendu, demandant ce que je cachais d'autre. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit que je détenais la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'être criée. J'ai sorti la carte mémoire que j'avais posée sur la table lors de la fête. Je ne l'ai pas lue. Je leur ai dit ce qu'elle contenait. Pas en détail, juste assez pour qu'ils comprennent. Des enregistrements. Des moments où Marguerite n'était pas pleinement consciente. Des voix qui faisaient pression sur elle, qui guidaient sa main pour signer, et une précipitation qui ne pouvait être cachée. Camille a reculé. Bastien est resté silencieux. Ce silence était différent. Ce n'était plus le silence de la confiance. C'était le silence de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait franchi une limite et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je leur ai dit que je ne voulais pas lire ces enregistrements dans cette pièce. J'ai dit que j'espérais encore qu'ils s'arrêteraient d'eux-mêmes, non pas parce que j'avais peur, mais parce que Marguerite méritait la paix. Mais s'ils continuaient, j'enverrais tout aux personnes dont c'était le travail de les examiner. Aucune autre explication n'était nécessaire. Bastien m'a regardé, la colère et la confusion mêlées dans ses yeux. Il m'a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je ne voulais rien. Je voulais seulement qu'il quitte cette maison le soir même. Pas de dispute, pas de retard,
et qu'ils ne prennent rien qui ne leur appartienne pas. À ce moment-là, j'ai vu Camille commencer à calculer. Elle a regardé Bastien comme on regarde un investissement qui perd de sa valeur. Je n'avais pas besoin de l'entendre parler pour comprendre. Certaines décisions se prennent d'un simple regard, plus vite que n'importe quelle conversation. Marguerite est entrée dans la pièce. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte, le corps encore faible, mais le dos droit. Elle n'a pas demandé ce qui se passait. Elle a juste regardé Bastien pendant un long moment. Puis, elle a retiré la montre de son poignet. La montre que j'avais offerte un jour à notre fils pour une occasion spéciale et dont j'avais remarqué plus tard la disparition. Elle l'a posée sur le bureau devant Bastien. Elle a dit qu'elle l'avait trouvée dans la poche du manteau de Camille. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas besoin d'explications. Certaines réponses étaient déjà assez claires. Bastien a baissé la tête. Pas par regret, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Camille s'est détournée. Elle n'a pas regardé en arrière. J'ai ouvert la porte du bureau. Je leur ai dit qu'ils avaient 10 minutes. Pas plus, pas moins. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. Quand ils sont partis, la pièce a retrouvé son silence. J'ai regardé Marguerite. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement poussé un long soupir, comme quelqu'un qui dépose un fardeau qu'elle avait porté depuis bien trop longtemps. Je savais que ce n'était pas fini. Ce qui venait de se passer n'était que l'ouverture d'une autre porte. Derrière elle se trouvaient des conséquences que Bastien n'avait pas encore imaginées. Mais dans cette vieille pièce, entourée par l'odeur du bois et la chaude lumière jaune, j'ai compris une chose très clairement. Certaines confrontations n'ont pas besoin de bruit. Quand la vérité est placée au bon endroit, toute illusion s'effondre d'elle-même. Après la fermeture de la porte, je pensais que le calme durerait. Mais certaines choses ne s'arrêtent pas juste parce que les gens quittent une pièce. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Non par peur, mais parce que je savais que Bastien n'accepterait pas une fin aussi facile. Il n'avait jamais eu l'habitude de repartir les mains vides. Vers l'aube, mon téléphone a vibré. Pas un appel, une alerte automatisée. L'un des systèmes que je surveillais depuis des années venait de signaler une série de demandes d'accès inhabituelles. Je n'étais pas surpris. Bastien essayait de déplacer de l'argent, pas pour investir, mais pour fuir. Il a choisi la voie la plus rapide, des transferts internes, des montages précipités, de grosses sommes associées à des explications vagues. J'ai fixé l'écran, lu chaque ligne et poussé un lent soupir. Tout se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Ni plus ni moins, à une exception près. Cette fois, le système ne l'a pas permis. Les comptes que Bastien croyait être les siens se sont verrouillés un par un. Non pas à cause d'une erreur technique, mais en raison d'une ancienne clause activée au bon moment. Cette clause permettait à un conseiller stratégique d'intervenir en cas de détection d'un risque grave. Bastien n'avait jamais pris la peine de demander qui se cachait derrière ce titre. Il ne se souciait que du résultat. J'ai fermé l'ordinateur portable quand j'ai entendu des pas légers dans le couloir. Marguerite se tenait là, enveloppée dans un gilet léger, le visage plus serein que je ne l'espérais. Elle n'a pas demandé ce que je faisais. Elle a seulement dit qu'elle s'était réveillée et que tout lui semblait clair. Bien plus clair que cela ne l'avait été depuis des mois. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. J'ai fait du thé. Marguerite tenait la tasse à 2 mains. Elle a dit qu'elle se souvenait de certains fragments maintenant. Des moments où Camille lui glissait des papiers à la hâte, les voix pressantes, les fois où Bastien fuyait son regard. Elle a dit qu'au moment où elle était le plus faible, elle leur avait fait confiance, et que cela la blessait plus que n'importe quelle maladie. Je n'ai pas essayé de la réconforter. Je savais qu'elle n'en avait pas besoin. Elle avait seulement besoin d'entendre qu'elle n'était pas seule dans la vérité. Le lendemain après-midi, Bastien est revenu. Camille n'était pas avec lui. Il se tenait devant le portail. Sa posture était affaissée, la confiance de la veille avait disparu. Il a dit que son entreprise avait des problèmes. Il a demandé si je savais ce qui se passait. Je l'ai invité à entrer, non pas parce que je voulais parler, mais parce que certaines choses doivent être terminées à la lumière du jour. Je lui ai dit que ce qui s'effondrait n'était pas un accident. C'était le résultat de décisions qu'il avait prises il y a longtemps. J'ai dit que je n'avais rien gelé. J'avais simplement arrêté de le protéger. Et quand le bouclier disparaît,
Tout ce qui est en dessous se montre tel qu'il est. Bastien s'est assis, les mains jointes. Il a dit que si je l'aidais cette fois, les choses seraient différentes. J'ai écouté. Je ne l'ai pas interrompu. Quand il a fini, je lui ai dit que c'était la dernière fois que je l'aiderais en ne l'aidant plus. Marguerite est entrée. Elle tenait une petite boîte. Elle l'a ouverte et a posé la montre sur la table. La montre que Bastien avait prise sans jamais en reparler. Elle l'a fait glisser vers lui et a dit qu'elle l'avait rachetée avec son propre argent, non pas comme un remboursement, mais pour clore quelque chose. Elle a regardé Bastien pendant un long moment. Puis, elle a dit qu'elle avait élevé un homme, mais que la personne qu'elle voyait maintenant n'était plus quelqu'un qu'elle reconnaissait. Elle a dit qu'à partir de ce jour, elle n'attendrait plus aucune promesse. Aucune accusation, aucun attachement. Bastien a baissé la tête. Je ne sais pas ce qui se passait dans son esprit. Je sais seulement qu'il avait perdu la dernière chose que l'argent ne pourrait jamais remplacer. Camille est apparue peu de temps après. Elle n'est pas entrée. Elle est restée près du portail et a appelé Bastien. Leur conversation a été courte, très courte. J'ai vu Camille lui tendre une pile de papier. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir ce que c'était. Quand un navire commence à couler, les gens cherchent un moyen de sauter les premiers. Quelques jours plus tard, j'ai appris que Camille avait choisi de coopérer avec ceux qui examinaient les affaires financières de Bastien. Elle a choisi de se sauver elle-même. Je n'étais pas surpris. Certaines personnes ne voient jamais la famille comme une encre. Pour eux, ce n'est qu'un outil. L'entreprise de Bastien s'est effondrée aussi vite qu'elle avait été construite. Les partenaires ont tourné le dos. Les projets ont été fermés. Il n'y a pas eu de grosse explosion, juste une série de portes qui se fermaient, une par une, sans négociation. Ce soir-là, je me suis tenu dans le bureau et j'ai regardé la maison une dernière fois comme un espace qui avait rempli son objectif. Je ne ressentais aucune victoire. Je ressentais seulement la fin d'une longue illusion. Marguerite se tenait à côté de moi. Elle tenait ma main. Elle n'a pas dit un mot. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose clairement. Ce qui importait le plus n'était pas ce que Bastien avait perdu. C'était ce que nous avions réussi à garder. Notre tranquillité, notre vérité, et le droit de partir sans emporter d'amertume avec nous. Une fois toutes les portes fermées, j'ai réalisé que je n'avais plus aucune raison de rester dans ce domaine. La maison avait été témoin de trop de silence. Et le silence, quand il dure trop longtemps, devient un fardeau en soi. Je ne voulais pas que le reste de ma vie soit ancré à un endroit qui ne me rappelait que ce qui s'était brisé. Marguerite ressentait la même chose. Elle n'a pas dit grand-chose. Un matin, alors que la lumière du soleil inondait le vieux porche, elle a posé sa main sur la balustrade en bois et a dit qu'elle ne sentait plus que c'était chez elle. Ces mots étaient doux, mais définitifs, et c'était suffisant. Nous avons décidé de vendre le domaine, non pas parce que nous avions besoin d'argent, mais parce que nous ne voulions pas qu'il devienne un symbole d'amertume. La majeure partie des bénéfices est allée à une association caritative locale qui soutient les familles s'occupant de proches âgés sur le long terme. Marguerite a signé elle-même les documents finaux. Cette fois, sa signature était ferme, claire, elle ne tremblait plus. Le jour de notre départ de Provence, il n'y a pas eu de fête d'adieu, pas d'amis invités, pas d'annonces, juste 2 valises, quelques vieux livres et l'essentiel. J'ai verrouillé la porte une dernière fois, j'ai mis les clés dans la main de l'agent immobilier et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Nous avons déménagé dans une petite maison en bois sur la côte bretonne. Pas de haute clôture, pas de portail en fer, juste le vent de l'océan, l'odeur piquante du sel et le rythme régulier des vagues. Lors de notre premier matin là-bas, Marguerite s'est réveillée avant moi. Elle a préparé du café, a ouvert les fenêtres et a laissé la lumière emplir la pièce. Je l'ai regardée et j'ai réalisé que cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vue aussi sereine. Notre vie a ralenti. Plus d'emplois du temps surchargé, plus d'appels auxquels nous devions hésiter à répondre. J'ai retapé un petit bateau ancien que j'ai acheté à un voisin. Marguerite a planté quelques rangées de fleurs près de la terrasse. Chaque tâche était petite, mais ensemble, elles suffisaient à remplir une journée. De temps en temps, je pense à Bastien, non pas avec colère, mais avec distance. Comme lorsqu'on se souvient d'une route qu'on a empruntée autrefois mais sur laquelle on ne retournera jamais. J'ai entendu dire qu'il vit dans un petit appartement en périphérie de la ville, qu'il fait de l'intérim,
et qu'il évite les endroits qui le qualifiaient autrefois d'étoiles montantes. Je ne demande pas de détails. Je ne bloque pas non plus les nouvelles. Je les laisse simplement passer. Marguerite n'a jamais dit qu'elle détestait son fils. Elle dit seulement qu'elle a appris quelque chose sur le tard dans la vie. Que l'amour ne peut pas remplacer les limites. Et que le pardon, s'il arrive, a besoin de temps pour trouver son propre chemin. Un après-midi, alors que nous marchions le long du rivage, Marguerite m'a tenu la main et m'a demandé si j'avais des regrets. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je lui ai dit que si quelque chose me pesait, ce n'était pas ce qui s'était passé. C'était le temps que j'avais passé à garder le silence. Je croyais que l'endurance protégerait la famille. Mais parfois, ce silence même nourrit des malentendus qui deviennent beaucoup plus graves. Je lui ai dit que pendant mes années d'ingénieur, j'avais appris une chose simple. Si une petite fissure est ignorée, elle s'étend. Non pas parce que quelqu'un a l'intention de détruire quoi que ce soit, mais parce que personne n'est prêt à y faire face assez tôt. Les familles ne sont pas différentes. Marguerite a hoché la tête. Elle a dit qu'elle ne voulait pas porter de ressentiment pour le reste de sa vie. Elle voulait seulement vivre les jours qui lui restaient avec lucidité, en sachant clairement à quoi s'accrocher et quoi laisser partir. Ce soir-là, nous nous sommes assis sur la terrasse et avons regardé le soleil s'enfoncer lentement dans l'océan. J'ai pensé à la vieille montre, aux photos qui avaient achevé leur rôle. Je ne me sentais pas perdu. Je me sentais léger. Certains héritages ne vivent pas dans des coffres-forts ou des documents légaux. Ils vivent dans la façon dont une personne s'en va sans porter de haine. Si j'ai une chose à dire à quiconque écoute cette histoire, c'est ceci. Ne confondez pas le silence d'un parent avec de la faiblesse. Souvent, nous restons silencieux parce que nous aimons nos enfants. Mais il arrive un moment où nous devons agir, non pas pour punir, mais pour protéger notre vérité et notre dignité. L'argent peut acheter une maison, mais il ne peut pas racheter la dignité une fois qu'elle a été bafouée. Et la famille, si elle n'est pas construite sur le respect, finira par n'être rien de plus qu'un mot. La brise de l'océan était douce. Marguerite a posé sa tête sur mon épaule. J'ai serré sa main fort. Devant nous, il n'y avait pas de grands projets, juste des jours ordinaires avançant lentement. Et après tout cela, cette vie ordinaire était exactement ce que nous avions toujours attendu.